Merci Vincent. Ben, c'est une bonne transition puisque effectivement les attaques sur les systèmes industriels comme ça sont quand même aujourd'hui très souvent attribuées à des nations. Alors c'est un sujet qui est déjà désormais omniprésent. Euh, Géopolitique, attribution, attaque étatique, ingérence. Ça fait maintenant 5 ans qu'on en parle au sein du Panocrime, avec chaque année un angle un petit peu différent, mais on a vraiment une constance de cette omniprésence. L'année dernière, on avait terminé en soulignant la complexité de cette attribution sur la base de bruissements déjà d'attribution de WannaCry et de NotPetya, respectivement à la Corée du Nord et à la Russie, et en même temps, en parallèle, une fuite, un nouveau Wikileaks sur des outils de masquage d'attribution de la NSA, Volt 7. Donc on avait pressenti une année 2018 très complexe, particulièrement sur le sujet de l'attribution. Alors en fait, l'année 2018, elle a porté d'autres éléments intéressants. C'est qu'on a eu énormément de présentations juridiques, légales, des attaques dont on avait pu parler précédemment. En particulier, on a le premier fait d'armes, en fait, qui sont les élections américaines de 2016, avec cette ingérence supposée russe qui est maintenant documentée. On sait clairement qui est accusé de quoi et sur quelle base. Le sujet est assez clair, puisqu'on retrouve sur la base des documents publiés par le département de justice américain la liste complète des personnes, enfin les noms complets des intervenants dans ces opérations. Et puis surtout, on commence à voir que c'est des opérations qui sont de longue haleine, puisque par exemple sur cette élection russe, sur cette élection américaine, avec ingérence russe, on remonte à un dispositif qui a été mis en place dès 2014. Donc on est en 2018 et on commence à connaître ce qui s'est passé entre 2014 et 2016. Donc c'est un peu l'idée du temps de la justice qui est tout à fait illustrée. Il y a beaucoup d'éléments dans le rapport, j'en soulignerai juste deux en particulier. Création de fausses identités par ces agents russes sur le territoire américain, donc des vraies fausses identités, qui vont leur permettre d'ouvrir des comptes bancaires rattachés à des adresses mail, puisqu'il y a des accès à distance, mais c'est marrant de regarder le détail. We make weather, on fait la météo. Enfin voilà, il y a des noms américains qui sont tout à fait passe-partout. I hate crime. Il y en a un qui était vétéran US. Voilà, bon. Ils ont soit le sens de l'humour, soit le sens de la propos, mais en tout cas, ils vont jusqu'au bout de leur démarche. L'objectif, c'est d'avoir créé des comptes bancaires qui vont pouvoir servir à financer tout simplement des campagnes publicitaires sur Facebook notamment, avec par exemple ici une campagne qui est bien documentée pour inciter la communauté noire américaine à s'abstenir. Donc de facto, à avoir un impact clair par cette abstention sur le résultat des élections américaines, dont on connaît le dispositif de grands électeurs, de swing state, etc. Donc on voit très bien comment l'articulation de la machine se met en place. 2016, c'était les élections. 2018, il y a eu le midterm. Il ne s'est rien passé. Ça ne veut pas dire que les choses vont mieux pour autant. Toute la communauté commence à alerter sur les élections de 2020, notamment au 35e Chaos Computer Club de Leipzig cette année. Il y a eu un exposé très précis du spécialiste américain qui étudie ces sujets. Et pour lui, rien n'a changé, malgré ces alertes depuis les élections de 2018. Les machines à voter restent archaïques, vulnérables, donc faciles à pirater. Peut-être pas par Internet depuis un lit ou un divan de Moscou, mais en tout cas en passant par, là aussi, un fournisseur de services ou une opération de maintenance, et on arrive à pirater ces machines, dont les États utilisateurs renaclent, malgré les nombreuses alertes, à mettre en place par exemple des impressions systématiques papier pour du recomptage. Donc je vous laisse imaginer, vous avez des machines électroniques à voter vulnérables et il n'y a pas de trace papier. Donc pour le recompte des votes, c'est quand même compliqué. Voilà, la question ouverte, les pirates se réservent-ils pour 2020 puisque 2018, peut-être qu'ils ont senti que politiquement parlant, leurs commanditaires n'avaient pas besoin d'influencer quoi que ce soit. Une autre opération qui est très intéressante, donc là on remonte aussi avant 2014, un document donc, il est là aussi disponible de 179 pages qui nous présente une cible, M. Park Jin-hyok,
un Asiatique, mais plus précisément quelqu'un qui est très en rapport avec la Corée du Nord, puisqu'il est accusé donc, très précisément d'avoir utilisé un réseau de machines, une infrastructure rattachée à la Corée du Nord. Une grosse partie de ciblage, de repérage des cibles par du social engineering ou du mail assez classique. Et puis ensuite des attaques, donc dans l'ordre chronologique Sony, la grande attaque de 2014 avec la conjonction du film Interview. Des filiales, des dispositifs techniques de diffusion, donc vraiment cet environnement autour de Sony, mais aussi des attaques sur des banques. Donc là, on a notamment le cas qu'a cité Jérôme sur l'attaque du Bangladesh et le détournement de 87, je crois, millions de dollars. Et puis voilà, on a comme ça différents cas avec comparaison systématique des techniques, tactiques et procédures utilisées, les souches de malware, les infrastructures utilisées. Donc on a vraiment des éléments documentés de convergence. Et puis, pour finir, on a, vous le voyez peut-être en fin de page ici, la cerise sur le gâteau WannaCry. Donc un travail très précis sur l'attribution de WannaCry à la Corée du Nord. Et puis indirectement, donc cette personne, Park, qui est ciblée, mais aussi une société chinoise, Chosun Expo, qui lui a permis de voyager, d'acheter du matériel informatique et de travailler, je dirais, en back-office sur ces opérations. Donc quelque part, la Chine rentre aussi en ligne de compte. Bon, en plus il y a la légende en bas, mais je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent le siège du GCHQ anglais. Donc là aussi, en 2018, on a eu un retour sur une grosse opération qui avait lieu en 2013, donc d'un opérateur européen, Belgacom, avec en 2018 un rapport extrêmement documenté mais confidentiel qui a été remis aux autorités belges et qui désigne assez clairement la provenance de cette attaque via le GCHQ. Et là, on reparle du framework américain Regin, qui est l'outil, le bras armé majeur de la NSA, qui avait été bien documenté dans le cadre de cette attaque par Snowden. Et une preuve ultime, c'est que dans les documents de Snowden, c'est indiqué là, sur un des slides, il y avait la photo du prince Charles, donc ça prouve bien que les Anglais sont derrière cette attaque. Voilà. Alors, tous les ans, on parle bien sûr de la Russie et de la Chine. La question de l'année dernière, c'était le gagnant en 2018, sera-t-il la Russie? Alors, on a 4 personnes qui ont débarqué à l'aéroport de Schiphol, voyageurs classiques. Bon, ils se sont fait arrêter très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'aller garer leur voiture bien équipée d'équipements d'interception sur le parking à côté du Marriott où ils avaient réservé et qui, de l'autre côté, avait l'agence des Nations Unies contre la prolifération des armes chimiques. Donc ça n'a pas fait un pli. La Russie aurait pu gagner le trophée du plus mauvais service de hacking de l'année. En tout cas, ils se sont pris une volée de bois vert par l'OTAN, qui s'est vraiment insurgé de cette répétition d'attaques. La France a aussi réagi un peu plus diplomatiquement, c'est-à-dire en soutenant les partenaires qui s'estimaient victimes et lésés dans le cadre de ces attaques. Bon, on ne les a pas pointés du doigt, mais on est derrière eux avec eux. Donc le gagnant est définitivement la Russie, pas pour les raisons que je viens d'indiquer, mais parce que la presse a investigué sur la base des identités qui avaient été données sur ces 4 arrestations et a trouvé qu'effectivement les identités étaient des vraies identités, ce n'étaient pas des identités de couverture comme dans le dossier Skripal d'empoisonnement qui avait lieu exactement en même temps. Et en cherchant un peu, on a trouvé que ces personnes avaient loué des voitures dont les adresses de location correspondaient au bureau officiel du GRU. Et en allant encore un peu plus loin, on a trouvé 305 personnes qui avaient, donc 305 voitures qui avaient été louées par 305 personnes qui ont exactement les caractéristiques des officiers des agents du GRU. Ils ont l'âge du service actif et ils ont tous enregistré leur voiture à cette adresse. Donc voilà, donc c'est plutôt le fail de l'année des services qui ont eux-mêmes été victimes d'un data leak. Voilà, c'est le premier, c'est l'étalon zéro. La barre est maintenant fixée à ce niveau. Alors la Chine, bon, il y a eu beaucoup de cas, je n'ai pas le temps de les documenter sur le temps qui nous est donné ici. Il y a un cas simplement précis qui est intéressant. On a aussi là aussi une accusation précise sur le groupe APT10 qui est connu pour infecter des managed service providers, donc des fournisseurs informatiques, et ensuite aller piocher dans les données de leurs clients pour collecter les données qui peuvent les intéresser.
Plus de 10 ans que cette opération serait vivante, donc là aussi le temps est long. Et puis des grands noms qui sont cités, avec, on imagine bien, une capacité donc, de voler des données sur la planète entière avec des comptes très intéressants. Et puis en fin d'année, il y a un nouveau hack qui cible l'Europe, mais avec une attribution qui est faite par une société inconnue, avec des formules qui sont très molles, avec un petit tacle de la NSA au passage qui dit que de toute façon les Européens, on les prévient en permanence, ils ne réagissent pas, donc bon, c'est un peu leur problème. Et puis cette attribution, elle est très critiquée. Par des experts, notamment on souligne le fait que cette société inconnue, ben, en fait, elle emploie 3 agents de la NSA qui ne sont pas connus pour être des super spécialistes de cybersécurité depuis 2013. Voilà, bon. Il y a un peu d'ironie derrière tout ça. En tout cas, c'est très compliqué. La situation est claire. Paris a pris les devants en lançant l'appel de Paris en novembre par la voix du président Emmanuel Macron à l'UNESCO, en appelant la communauté internationale à réagir, notamment en protégeant les processus électoraux et en garantissant la non-prolifération des techniques et logiciels malveillants. L'Occlusif a signé cet appel de Paris. Politique massif en Allemagne en fin d'année. Politique massage, c'est pour après, on se détendra. Piratage politique massif. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Il est lisible. Piratage politique massif en Allemagne. Peut-être pas aussi important que ça. En fait, c'est un étudiant de 20 ans qui a collecté des données sur des personnes qu'il n'appréciait pas, puisqu'il serait plutôt d'extrême droite, et qui les a diffusées ensuite. Voilà. Mais là, on peut se poser la question en 2018 du rôle de la presse, notamment amplification et anxiogène sur ces sujets. Alors, la prochaine menace, bon, c'est pas forcément les extraterrestres. Par contre, c'est clairement la manipulation d'images. On a plusieurs cas avec des panneaux qui disparaissent. Macron dégage. Sur France 3, des gilets jaunes qui apparaissent, qui dans le même reportage disparaissent et qu'on retrouve en train de faire les vignes ailleurs. Donc des manipulations d'images, des suspicions de manipulation d'images, parce que cette image est vraie. C'est une batte de baseball en carton, mais l'AFP est obligé de démentir avoir truqué cette photo parce que. Voilà, donc ce qui nous attend, c'est les deepfakes. Je ne sais pas si vous connaissez le mot-clé. Du trucage d'images vidéo, ça existe. On en avait dans les films. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à la volonté mettre Nicolas Cage dans un James Bond ou dans un Aventurier de l'Arche perdue ou autre. Mettre des visages d'actrices célèbres dans des films porno, ça c'est déjà un peu plus compliqué. Mais aussi maintenant faire parler des hommes politiques en direct, en plaquant le discours de l'acteur, enfin du volontaire qui est à droite, sur le visage d'Obama, avec absolument aucune possibilité de faire la différence. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le machine learning prend son envol, les codes, les projets sont en open source, donc les codes sont disponibles, et on trouve déjà des applications portables qui permettent de générer ça directement depuis un portable sans beaucoup de capacité. Donc on imagine bien la capacité des États qui sont derrière s'ils utilisaient ces techniques. Et puis peut-être la prochaine cybermenace, en tout cas l'apparition de cybermercenaires totalement privés, donc des groupes qui sont totalement financés par des États, mais qui ne répondent pas, je dirais, administrativement à ces États. Donc ça va être encore plus compliqué. Et là, on va être vraiment dans le Far West avec des gens qui vont régler leurs comptes en mode mafia privée commandée.